Une vie pas comme les autres. Brian Fontaine. Si vous tenez ce livre entre vos mains, ce n'est pas un hasard. J'ai longtemps hésité avant d'écrire ces pages. Raconter sa vie, c'est ouvrir des souvenirs, parfois beaux, parfois douloureux. Mais j'ai compris qu'il était important de mettre des mots sur mon histoire. Non seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui liront ces lignes. Ce livre est le récit de ma vie, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Une histoire faite d'épreuves, de combats, mais aussi de résilience. Je suis née dans un contexte particulier. Ma mère est devenue maman très jeune, à seulement 18 ans, de 2 fils jumeaux, dont l'un porteur d'un handicap. Grandir dans ces conditions n'a pas toujours été simple, ni pour elle, ni pour nous. Au fil des années, j'ai traversé des moments difficiles, les opérations liées à mon handicap, les regards des autres, la discrimination, le harcèlement, la violence physique, morale et psychologique, ainsi que des expériences qui marquent profondément une vie. Pendant longtemps, ces événements ont fait partie de mon silence. Aujourd'hui, j'ai choisi de les raconter. Pas pour susciter la pitié, pas pour régler des comptes, mais pour témoigner. Pour montrer qu'au-delà des blessures, il est possible de se reconstruire. Ce livre raconte comment, avec le temps, j'ai appris à me relever, à comprendre qui j'étais, et à construire la force de caractère qui m'a permis d'avancer. Chaque épreuve a participé, d'une manière ou d'une autre, à faire de moi l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Si mon histoire peut permettre à quelqu'un de se sentir moins seul, de trouver un peu de courage, ou simplement de comprendre qu'il est possible de continuer malgré les obstacles, alors ces pages auront trouvé leur sens. Merci d'avoir pris le temps d'entrer dans mon histoire. Sommaire. Chapitre 1, Mon enfance, P5-P26. Chapitre 2, Le regard des autres, P27-P50. Chapitre 3, Perdu avant d'être adulte, P51-73. Chapitre 4, Le jour où j'ai décidé de vivre, P74-106. Chapitre final de Survivre à vivre, P106-P115. Chapitre 1, Mon enfance. Je m'appelle Brian. J'ai 22 ans, et mon histoire commence dans le Nord-Pas-de-Calais, en 2003. Une histoire qui, dès le départ, n'a rien d'ordinaire. Je suis née prématurément, à seulement 6 mois de grossesse. À ma naissance, j'étais si petit et si fragile que, d'après ce qu'on m'a souvent raconté, on pouvait presque me tenir dans le creux d'une main. Mon poids et ma taille étaient minuscules, comme si la vie avait commencé pour moi avant même que mon corps soit prêt à l'affronter. Mais je ne suis pas venue au monde seule. Je suis née avec mon frère jumeau, Alexandre. Un vrai jumeau. Nous sommes nés le même jour, au même moment. 2 vies qui commencent ensemble, mais qui allaient pourtant suivre des chemins très différents. Alexandre est né en parfaite santé. Moi, dès ma naissance, j'ai dû faire face à un handicap. J'ai une paralysie spastique de niveau 2, une paralysie qui touche principalement mes membres et qui rend mes mouvements difficiles. On m'a expliqué plus tard que, pendant la grossesse, mon frère avait pris toute la force dont j'aurais eu besoin pour me développer correctement. Lui est arrivé au monde fort et en bonne santé. Moi, j'étais beaucoup plus fragile. Très vite, la différence entre nous s'est vue. Alexandre bougeait naturellement, comme n'importe quel enfant. De mon côté, mes mouvements étaient limités. Mes jambes étaient raides, mes pieds se contractaient et mes mains avaient du mal à se mouvoir comme celles des autres enfants. Mon corps ne répondait pas comme il aurait dû. Derrière cette naissance particulière, il y avait aussi l'histoire de ma mère. Quand nous sommes nés, elle n'avait que 18 ans. Elle était encore très jeune, presque une adolescente elle-même. Elle était tombée enceinte alors qu'elle vivait dans un foyer en Belgique. À cette période de sa vie, elle était déjà en rupture avec sa famille. Suite à des conflits importants, elle ne parlait plus à ses parents depuis plusieurs années. Elle vivait seule, sans véritable soutien. C'est dans ce foyer qu'elle avait rencontré mon père. Une relation de jeunesse, une histoire qui n'était pas destinée à durer. Une aventure qui aurait dû rester sans lendemain. Mais la vie en avait décidé autrement. Quand ma mère a découvert qu'elle était enceinte, tout a changé. Lorsqu'elle l'a annoncé à mon père, il n'a pas accepté la situation. Pour lui, il était trop jeune, il voulait profiter de sa vie et ne se sentait pas prêt à assumer des enfants. Cette grossesse n'était ni prévue ni désirée. Il a donc décidé de partir. Il a quitté ma mère et lui a clairement fait comprendre qu'il ne voulait pas assumer cette situation. À partir de ce moment-là, ma mère s'est retrouvée seule, enceinte de jumeaux, à seulement 18 ans, sans soutien familial et sans la présence du père. Malgré tout, elle a pris une décision, celle de nous garder et de nous assumer. Lorsque nous sommes nés, la réalité a été extrêmement difficile. S'occuper de 2 nourrissons seuls n'est déjà pas simple. Mais s'occuper de 2 bébés quand on a 18 ans, dont un enfant handicapé, l'est encore moins. Les nuits étaient particulièrement éprouvantes. Alexandre et moi ne faisions pas nos nuits et ma mère passait son temps à s'occuper de nous. Les biberons, les pleurs, les couches, la fatigue, tout s'enchaînait sans répit. Elle dormait très peu, parfois presque pas du tout. La nuit comme le jour, elle devait être présente pour nous. Par moments, elle devait nous confier à ma tante pour pouvoir se reposer quelques heures, simplement parce qu'elle n'était pas un robot. Elle avait besoin de reprendre des forces pour pouvoir continuer à nous élever. Mais au-delà de la fatigue, il y avait aussi l'inquiétude liée à mon handicap. Avant même ma naissance, les médecins avaient détecté lors des échographies que je risquais d'avoir des complications. Lorsqu'ils ont confirmé que j'étais atteint d'une paralysie spastique de niveau 2, ma mère a été profondément bouleversée.
À 18 ans, apprendre que son enfant va vivre avec un handicap important est une épreuve difficile à affronter. Les médecins ont été très directs avec elle. Ils lui ont expliqué que je risquais de ne jamais marcher et que ma vie serait probablement marquée par de nombreuses séances de rééducation. Ils lui ont également dit que je serais certainement dépendant des autres pour beaucoup de gestes du quotidien. Pour une jeune mère déjà seule, ces paroles ont dû être extrêmement dures à entendre. Pourtant, elle n'a pas abandonné. Dès mon plus jeune âge, j'ai commencé à voir de nombreux spécialistes. À cause de ma paralysie spastique, j'avais beaucoup de difficultés à bouger correctement mes membres. Mes jambes étaient très raides, mes pieds se contractaient et mes mains avaient du mal à se mouvoir normalement. Ma motricité était très limitée. J'ai été suivie par différents professionnels et j'ai intégré un CANSPé, un centre spécialisé pour les jeunes enfants ayant besoin de soins et de rééducation. Là-bas, je voyais régulièrement des spécialistes qui essayaient de m'aider à progresser, à travailler mes mouvements et à développer mon autonomie. Chaque progrès était important. Chaque petit mouvement gagné représentait une victoire. Pendant ce temps, la situation familiale de ma mère restait compliquée. Son adolescence avait été marquée par de nombreux conflits. Considérée comme turbulente et difficile, elle avait été placée en foyer par ma grand-mère lorsqu'elle était plus jeune. Cette situation avait créé une rupture profonde entre elles. Mais lorsque j'ai eu environ 1 an et demi, ma mère a pris une décision importante, reprendre contact avec sa mère. Pendant des années, elle n'avait plus eu de nouvelles l'une de l'autre. Pour ma grand-mère, cette histoire semblait terminée. Elle pensait que sa fille ne reviendrait jamais vers elle. Puis un jour, ma mère est revenue frapper à sa porte. Elle lui a simplement dit : « Maman, je te présente tes petits-enfants. » Pour ma grand-mère, ce fut une découverte totale. Elle ne savait même pas que sa fille avait eu des enfants. Encore moins qu'elle avait eu des jumeaux. Et encore moins que l'un d'eux était handicapé. Malgré la surprise, elle a très vite été touchée par la situation. Elle a compris que sa fille avait traversé beaucoup d'épreuves et qu'elle avait dû affronter tout cela seule. Très rapidement, elle a décidé d'être présente et de soutenir sa fille. Elle a pris son rôle de grand-mère très à cœur. Surtout avec moi. Car à cette époque-là, mon handicap rendait beaucoup de choses très compliquées. J'avais énormément de difficultés à bouger mes 4 membres. Mes mains et mes bras coordonnaient mal les gestes et même tenir une simple cuillère était compliqué pour moi. La plupart du temps, on devait tout faire pour moi. On me donnait à manger, on m'aidait pour les gestes les plus simples et j'avais besoin d'une présence constante. Pour ma mère, qui n'avait que 18 ans, ce n'était pas facile. Elle devait s'occuper de 2 enfants en bas âge, dont un enfant handicapé qui demandait énormément d'attention. Au quotidien, elle devait tout faire, me changer, me porter, me laver, m'habiller, m'essuyer et m'aider à me déplacer. Elle devait pratiquement jouer le rôle d'une infirmière, en plus d'être une jeune maman qui apprenait elle-même à devenir adulte. Pendant mes premières années de vie, jusqu'à environ 2 ou 3 ans, il m'était très difficile de faire les choses comme les autres enfants. Mon corps ne me permettait pas de bouger librement. Pour pouvoir rester assis, je devais porter un corset de siège au niveau du tronc. C'était comme une coque qui maintenait mon corps droit et qui m'aidait à garder une position assise. Sans ce maintien, je n'arrivais pas à tenir correctement. Malgré tout, on essayait de m'aider à progresser. Vers l'âge de 2 ou 3 ans, j'ai commencé à voir différents spécialistes qui cherchaient des solutions pour m'aider à me déplacer et à gagner un peu d'autonomie. On m'a notamment équipé d'un trotteur adapté à mon handicap. Grâce à cet appareil, je pouvais me déplacer dans la maison, me rapprocher des autres et jouer avec mon frère. C'était une petite liberté pour moi. Je ne pouvais pas me déplacer comme les autres enfants. Je ne pouvais pas me mettre à 4 pattes, car ma sangle abdominale ne fonctionnait presque pas. Mes abdominaux étaient très faibles et ne me permettaient pas de soutenir mon corps. Alors je me déplaçais autrement. Je rampais sur le sol, lentement, en tirant mon corps avec ce que je pouvais. Ce n'était pas très élégant, mais c'était ma manière à moi d'explorer le monde qui m'entourait. Malgré les difficultés, je continuais à grandir, entouré de ma mère, de mon frère et désormais de ma grand-mère qui était revenue dans nos vies. Vers l'âge de 4 ans, une nouvelle étape importante de ma vie a commencé, mon entrée dans le monde scolaire. Mais pour moi, l'école ne ressemblait pas tout à fait à celle des autres enfants. J'ai fait ma rentrée dans un IEM, un institut d'éducation motrice, un établissement spécialisé qui accueillait des enfants en situation de handicap comme moi. Si j'y suis entrée si jeune, c'est parce que j'avais déjà plusieurs difficultés, notamment au niveau de la parole et de la motricité. Dans cet établissement, tous les enfants avaient, chacun à leur manière, des défis à relever. Certains ne pouvaient pas marcher, d'autres avaient des difficultés pour parler ou pour utiliser leurs mains. Nous étions différents, mais nous partagions tous une chose, apprendre à grandir avec nos particularités. Comme dans toute maternelle, il y avait des routines. Des moments de classe, des moments de récréation, des siestes, et aussi l'apprentissage de l'autonomie. Même avec un handicap, il fallait apprendre les gestes du quotidien, comme devenir propre. Pour moi, cela passait par du matériel adapté. Ne pouvant ni marcher ni me mettre debout seul, les éducateurs utilisaient une chaise percée, une sorte de siège adapté qui ressemblait à une chaise de douche. Cela permettait aux enfants comme moi d'aller aux toilettes malgré nos difficultés physiques. Les éducateurs spécialisés nous accompagnaient avec beaucoup de patience dans ces apprentissages. Malgré mon jeune âge, j'avais déjà un certain caractère.
Je me souviens que j'avais cette volonté de me débrouiller, cette petite niaque qui me poussait à vouloir faire les choses par moi-même, même quand c'était difficile. Pendant les récréations, alors que certains enfants jouaient ou prenaient leur goûter, moi j'avais parfois une activité un peu différente. Avec l'aide d'un professionnel, souvent un aide médico-psychologique, je faisais des séances de verticalisation. On m'installait dans une sorte d'appareil qui me maintenait debout grâce à des sangles. Mon corps était attaché contre un plan vertical, un dispositif qui permettait d'étirer mes jambes et de travailler ma posture. Cela faisait partie de ma rééducation. Pendant que les autres enfants vivaient simplement leur récréation, moi je participais déjà, sans vraiment m'en rendre compte, à mon propre travail de réadaptation. Mon emploi du temps ne ressemblait pas non plus à celui d'un élève classique. En plus des cours, il y avait de nombreuses séances thérapeutiques. Chaque semaine, j'avais par exemple une séance d'ergothérapie. L'objectif était de travailler la motricité de mes mains et de mes doigts. On faisait des jeux de construction, des collages ou des exercices simples qui permettaient d'assouplir mes articulations et de développer mon autonomie. J'avais aussi plusieurs séances de kinésithérapie par semaine, au minimum 3 heures. Je me souviens d'une grande table sur laquelle on me transférait grâce à une machine appelée lève-personne. C'était un grand dispositif métallique équipé d'un harnais qui permettait de soulever les patients sans que les professionnels aient à porter leur poids. Pendant ces séances, les kinésithérapeutes travaillaient beaucoup sur mes jambes et mes hanches. À force de rester assis dans mon fauteuil et dans la coque qui maintenait mon corps, certaines parties de mon corps avaient tendance à se raidir. Les séances consistaient donc en étirement, en mouvement pour plier les jambes, mais aussi en massage pour soulager mon dos. Tout cela avait un but très précis, éviter que mon corps ne se déforme avec le temps et prévenir les douleurs ou les problèmes articulaires qui pourraient apparaître plus tard, comme l'arthrose des hanches. En parallèle, je suivais aussi des séances d'orthophonie pour améliorer ma parole et apprendre à m'exprimer plus clairement. Et, même très jeune, j'étais aussi accompagnée par une psychologue de l'établissement. Ces moments me permettaient de parler, de m'exprimer, de mettre des mots sur ce que je ressentais face à mon handicap, même si à cet âge-là je ne comprenais pas encore tout. Les années ont commencé à passer, et ma vie continuait d'évoluer. En 2006, un nouvel homme est entré dans la vie de ma mère. Cet homme allait devenir mon beau-père. Au début, il semblait accepter mon handicap et soutenir ma mère dans mon éducation. Il participait à la vie de famille et, pendant un temps, tout semblait aller pour le mieux. Puis, en mai 2008, mon petit frère Matteo est né. Au début, j'avais environ 5 ans et l'arrivée d'un nouveau bébé dans la famille était une nouveauté. Les premières années se sont passées relativement normalement. Mais avec le temps, les choses ont commencé à changer. Peu à peu, j'ai eu le sentiment que toute l'attention se tournait vers Matteo. Il était le petit dernier, celui qu'on protégeait davantage, celui à qui on pardonnait plus facilement. Avec mon frère jumeau, nous avons vite compris que l'on attendait autre chose de nous. Nous devions montrer l'exemple, être les grands frères responsables. Lorsque des bêtises étaient faites à plusieurs, la faute retombait presque toujours sur nous. Matteo, lui, restait souvent le petit prince de la maison. À la maison, les punitions n'étaient pas les mêmes pour tout le monde. Entre moi, mon frère jumeau et notre petit frère, il y avait une différence très claire. Quand notre petit frère faisait une bêtise, il était puni, bien sûr, mais c'était une punition très courte. On lui disait de rester 2 minutes sans bouger, juste pour marquer le coup. 2 minutes, pas plus. Ensuite, il pouvait quitter la table, retourner dans sa chambre, regarder la télévision, jouer à la console ou simplement continuer sa journée comme si de rien n'était. Après tout, c'était le petit dernier, on disait souvent qu'il était encore trop jeune et que ce n'était pas vraiment de sa faute. Pour moi et mon frère jumeau, c'était complètement différent. Quand on faisait une bêtise, même si c'était exactement la même que celle de notre petit frère, la punition était décuplée. On devait rester assis à table pendant des heures, parfois jusqu'à 8 heures d'affilée, à regarder un mur. Moi dans mon fauteuil, et mon frère assis sur une chaise à côté de moi. On n'avait pas le droit de parler. On n'avait pas le droit de se retourner pour regarder la télévision. On n'avait pas le droit de participer quand les autres jouaient à un jeu de société ou discutaient. On devait simplement rester là, immobiles, les yeux fixés sur le mur. Si on avait le malheur de tourner la tête pour regarder la télévision ou de murmurer quelques mots, la sanction tombait immédiatement, une claque dans la figure et du temps de punition en plus. Les seuls moments où on avait le droit de parler, c'était pour demander quelque chose de vraiment nécessaire, boire un verre d'eau, manger ou aller aux toilettes. En dehors de ça, le silence était obligatoire. Quand il faisait mauvais dehors, c'était déjà long et difficile. Mais quand il faisait beau, c'était encore pire. Parce que pendant que nous étions là, assis à regarder ce mur pendant des heures, notre petit frère, qui avait parfois fait exactement la même bêtise que nous, pouvait sortir dehors, jouer dans la cour, profiter du soleil. À ces moments-là, je me souviens très bien du sentiment d'injustice. On avait l'impression d'être abandonné, mis de côté. On se demandait pourquoi lui avait le droit de continuer sa journée normalement alors que nous étions condamnés à rester là pendant des heures. Et si jamais on ne respectait pas la punition à table, si on parlait, si on bougeait trop ou si on ne regardait plus le mur, la sanction devenait encore plus dure. On nous mettait alors au coin. Moi, dans mon fauteuil, et mon frère à genoux sur les rotules. On devait lever les bras en l'air et rester comme ça pendant des heures. Parfois jusqu'à 8 heures. On n'avait pas le droit de bouger, pas le droit de baisser les bras. Si nos bras descendaient, même un peu, on prenait une claque et on nous rajoutait encore du temps.
Et quand cette punition était terminée, on devait souvent retourner à table pour continuer à regarder le mur. À la fin de la journée, la punition n'était pas vraiment terminée. Le soir, on devait quand même venir manger à table avec toute la famille. On devait manger le repas que notre mère nous avait préparé, tous ensemble. Mais là encore, les règles étaient très strictes, surtout pour satisfaire notre beau-père. On devait se tenir parfaitement à table. Pas de coude sur la table. Les mains bien visibles devant nous. On devait rester droits et silencieux. Pour lui, il y avait aussi une règle très particulière, on n'avait pas le droit de boire pendant le repas. Même pas un verre d'eau. Il disait que boire coupait l'appétit et qu'on devait attendre la fin du repas pour boire. Mais encore une fois, cette règle ne s'appliquait pas à tout le monde. Notre petit frère, lui, avait parfaitement le droit de boire pendant le repas. Il pouvait demander un verre d'eau et personne ne lui disait rien. Pour moi et mon frère jumeau, c'était interdit. Et ça renforçait encore plus le sentiment d'injustice que nous ressentions déjà toute la journée. Il y avait aussi une autre règle très stricte, nos mains devaient rester sur la table. Si l'une de nos mains descendait ou sortait de la table, la punition tombait immédiatement. Avec mon handicap, c'était encore plus compliqué pour moi. Mon bras gauche avait tendance à bouger malgré moi, et il arrivait qu'il glisse hors de là. Quand ça arrivait, la réaction était immédiate. Notre beau-père prenait une fourchette ou un couteau et nous piquait le dessus de la main, à moi ou à mon frère jumeau, pour nous forcer à remettre nos mains sur la table et à respecter l'ordre qui nous avait été donné. Une fois le repas terminé et que tout le monde avait fini de manger, la soirée continuait, mais pas pour nous. Comme nous avions été punis toute la journée, moi et mon frère jumeau devions aller nous coucher directement. On n'avait pas le droit de regarder la télévision, pas le droit de rester dans le salon, pas le droit de parler ou de jouer. On devait aller dans notre chambre et se coucher vers 20h30, souvent dans le silence et presque dans le noir. Il fallait simplement s'allonger et dormir. On n'avait pas le droit de discuter entre nous ni de s'amuser. Parce que si jamais il nous entendait parler ou rigoler, il nous menaçait de nous remettre exactement la même punition le lendemain. Pendant ce temps-là, notre petit frère pouvait rester dans le salon. Il restait avec notre beau-père, regardait la télévision avec lui ou jouait à la console. Et encore une fois, on voyait très clairement que les règles n'étaient pas les mêmes pour tout le monde. Avec tout ce qui se passait à la maison, les punitions, les violences, les différences de traitement entre mon petit frère et moi, tout cela a fini par se ressentir dans ma vie scolaire. Petit à petit, mes résultats ont commencé à en pâtir. Mes notes baissaient et mon comportement à l'école changeait aussi. Le lundi matin, je partais très tôt pour aller à l'école. Un transport spécialisé venait me chercher vers 7 heures. C'était un fourgon aménagé avec une rampe métallique. Il faisait une tournée pour récupérer plusieurs jeunes en situation de handicap avant de nous emmener à l'établissement. Je rentrais seulement vers 18 heures le soir. Dans ce fourgon, je pouvais monter directement avec mon fauteuil électrique. Une fois à l'intérieur, ils attachaient mon fauteuil avec des crochets spécialement conçus pour le maintenir pendant le trajet. Ce fauteuil, je l'avais obtenu à l'âge de 6 ans grâce à un dossier auprès de la MDPH, l'organisme chargé d'accompagner les personnes en situation de handicap. Le dossier avait été monté avec l'aide d'ergothérapeutes et d'une société spécialisée. Ce fauteuil faisait désormais partie de mon quotidien. C'est avec lui que je me déplaçais partout. Mais malgré cela, le matin, quand je montais dans le camion pour aller à l'école, je n'allais pas bien. J'étais souvent énervé, tendu, rempli de colère. J'ai toujours été quelqu'un d'assez caractériel. Je pleure très rarement. À la place, j'exprime mes émotions autrement, la peur, la tristesse, la rage ou la frustration sortent souvent sous forme de violence ou de coups. Et forcément, à l'école, cela se ressentait. J'étais plus colérique, plus impulsif, plus difficile à canaliser. Avec le temps, pourtant, le suivi scolaire à l'IEM s'est amélioré. L'équipe éducative a renforcé mon accompagnement, notamment au niveau psychologique. J'avais un meilleur suivi, plus régulier. En plus de l'école, j'avais plusieurs soins, de la kinésithérapie, de l'ergothérapie et d'autres prises en charge. Mais il y avait aussi des moments un peu différents. Le vendredi après-midi, par exemple, j'avais une séance avec une psychologue. Ce n'était pas une séance classique où l'on parle assis face à face. On jouait à des jeux de société. Il y avait souvent un autre élève avec moi, un garçon qui, lui aussi, était assez turbulent. Le but n'était pas seulement de jouer, c'était un travail sur nous-mêmes, sur nos émotions, sur la manière d'évacuer ce qu'on avait dans la tête et d'apprendre à se calmer. Ces moments m'aidaient à m'évader un peu et à être plus apaisé. Le vendredi aussi, on m'avait mis en place des séances de balnéothérapie. C'était une sorte de bain dans une grande piscine d'eau chaude, avec des bulles un peu comme dans un jacuzzi. Ce moment-là me faisait énormément de bien. Mon corps se détendait, mais surtout mon esprit. C'était un moment où je pouvais vraiment relâcher la pression accumulée pendant la semaine. La journée, à l'école, ça allait généralement. J'arrivais à tenir. Mais le soir, quand je rentrais chez moi, tout redevenait lourd. J'avais toujours cette pression dans le ventre. Par exemple, si dans la journée j'avais eu un accident, si je m'étais fait dessus ou si j'avais sali mes vêtements, je savais que j'allais me faire disputer. Alors toute la soirée, je vivais avec cette peur. La peur que mes parents l'apprennent. La peur que mon beau-père le sache. Cette boule au ventre, elle ne disparaissait jamais vraiment. Chaque journée se terminait avec elle. Chaque semaine aussi.
C'était devenu une sensation presque normale, comme si mon corps avait appris à vivre avec. Peu importe ce que je faisais dans la journée, il y avait toujours cette question qui revenait. Est-ce que j'allais me faire disputer? Parfois c'était pour une bêtise. Parfois pour quelque chose que je n'avais même pas fait exprès. Et parfois simplement à cause de mon handicap. La peur de me faire dessus dans la journée, de salir mes vêtements, de rentrer à la maison et de devoir expliquer. Alors j'anticipais tout. Je pensais déjà aux conséquences avant même que quelque chose arrive. Parce que je savais que les punitions pouvaient durer longtemps. Très longtemps. 2 semaines. Parfois un mois. Des week-ends entiers à rester à table. À regarder les autres vivre leur journée pendant que moi je restais là, puni, à attendre que le temps passe. Cette pression faisait partie de mon quotidien. Pourtant, quand on regardait notre vie de l'extérieur, beaucoup de gens auraient pu penser que nous avions une belle enfance. Mes parents travaillaient. Ils gagnaient bien leur vie. On ne manquait de rien. On mangeait souvent à la baraque à frites. On allait régulièrement chez le boucher. Il y avait toujours à manger dans l'assiette. On partait aussi en vacances presque tous les ans. 15 jours, parfois 3 semaines. En Dordogne, dans le sud, au Cap d'Agde. Mon beau-père accrochait une remorque derrière la voiture pour pouvoir transporter mon fauteuil. Comme ça, même en vacances, je pouvais garder mon autonomie et me déplacer. Vu de l'extérieur, tout semblait normal. Presque idéal. On avait des cadeaux à Noël. Des cadeaux pour les anniversaires. Des vacances. Alors, pour ma mère, tout cela suffisait à prouver que nous ne manquions de rien. Dans sa tête, c'était un homme bien. Un homme qui travaillait, qui s'occupait de la famille, qui nous offrait une vie correcte. Même s'il y avait les punitions. Même s'il y avait les cris. Même si la peur faisait partie de notre quotidien. Parce qu'au fond, pour elle, l'essentiel était là, on mangeait, on partait en vacances, on avait un toit au-dessus de la tête. Et c'est aussi pour ça que, d'une certaine manière, on n'avait pas vraiment le droit de se plaindre. Malgré tout, il y avait quelques moments où mon beau-père se montrait différent. Plus doux. Plus attentif. Surtout quand cela concernait mon handicap. À cause de mon handicap et de toutes les rééducations que je suivais, les médecins avaient prévu plusieurs opérations au fil des années. La première a été la plus importante de ma vie. Je m'en souviendrai toujours. Le 11 février 2010. À cette époque-là, mon beau-père faisait déjà partie de ma vie depuis 4 ans. Une éducation très stricte, presque militaire. Une éducation où chaque bêtise avait une conséquence immédiate. Mais ce jour-là était différent. J'avais 7 ans. Après plusieurs examens et contrôles, les médecins avaient décidé qu'une opération pourrait vraiment m'aider. Elle devait permettre de mieux positionner mes jambes, de corriger certaines choses au niveau des hanches et des abducteurs, pour que je puisse m'asseoir plus correctement dans mon fauteuil. L'objectif était simple, essayer de me donner un peu plus d'autonomie dans mes mouvements. Mais pour y arriver, l'opération allait être très lourde. On m'a confié à l'un des chirurgiens les plus réputés du département. Je suis entrée au bloc opératoire le 11 février 2010. L'opération a duré, et plus de 2 heures et demie. Quand je me suis réveillée, mon corps était entièrement plâtré, du haut du torse jusqu'aux orteils. Mes jambes étaient maintenues dans une position précise par une barre métallique prise dans le plâtre, qui m'empêchait de bouger ou de les rapprocher. Je me sentais complètement immobilisée, comme enfermée dans une coque rigide. Le plâtre était conçu de manière à permettre tout de même les gestes indispensables. À l'avant, au niveau de la vessie, il y avait une ouverture qui permettait aux infirmières de me donner un urinoir pour que je puisse uriner sans enlever le plâtre. C'était étrange au début, mais c'était la seule manière possible étant donné que je ne pouvais absolument pas me lever ni bouger. À l'arrière, il y avait également une ouverture au niveau des fesses. Lorsque j'avais besoin d'aller à la selle, les infirmières venaient m'aider à placer un bassin sous moi. Tout devait être fait avec précaution à cause de l'immobilisation complète de mon corps. Je dépendais entièrement d'elles pour ces gestes simples du quotidien, ce qui me faisait prendre conscience à quel point je ne pouvais rien faire seul dans cet état. Le but était de permettre à mon corps de s'asseoir plus droit, plus naturellement, malgré mon handicap. Mais la douleur. La douleur était indescriptible. Quand je suis revenue dans ma chambre, j'hurlais tellement que les gens pouvaient m'entendre depuis le rez-de-chaussée alors que j'étais au 5e étage de l'hôpital. C'était la plus grosse opération de toute ma vie. Et pendant ces moments-là, mon beau-père se montrait différent. À l'hôpital, il devenait presque un autre homme. Il parlait doucement. Il me rassurait. Il me disait qu'il serait toujours là pour moi. Il me disait aussi que ce que j'étais en train de vivre allait me rendre plus fort. Que la douleur forgeait le mental. Pendant près de 2 mois, je suis restée hospitalisée. Les médecins avaient décidé de me placer en soins intensifs pour surveiller ma respiration et éviter toute complication. Comme j'étais mineure, ma mère dormait avec moi à l'hôpital. C'était obligatoire. Mon beau-père venait presque tous les jours. Mon petit frère aussi venait me voir régulièrement. Mais malgré les visites, malgré la présence de ma mère, la nuit restait le moment le plus difficile. Depuis tout petit, j'avais toujours dormi en boule, sur le côté. À droite ou à gauche. Et du jour au lendemain, je me retrouvais plâtrée, incapable de bouger, obligée de rester sur le dos pendant des semaines. Les infirmières et ma mère devaient me retourner toutes les demi-heures, parfois toutes les heures, pour éviter les escaresses. Je dormais très peu.
La douleur était constante, malgré les médicaments. Et les machines autour de moi surveillaient ma respiration. Dès qu'elle devenait trop forte ou irrégulière, une alarme se déclenchait. Chaque bip me faisait sursauter. Petit à petit, la fatigue s'accumulait. Je ne dormais presque plus. Je ne mangeais presque plus non plus. À 7 ans, je me retrouvais enfermée dans un corps immobile, dans une chambre d'hôpital, sans pouvoir bouger. Je suis entrée dans une sorte de dépression. En 2 mois et demi, j'ai perdu 19 kilos. Je refusais la nourriture de l'hôpital. Je n'avais plus faim. Ma mère essayait de trouver des solutions. Tous les 2 ou 3 jours, elle allait chercher à manger à l'extérieur, dans un fast-food, juste pour essayer de me donner envie de manger quelque chose. Mais rien ne changeait vraiment. Au bout de 2 mois et demi, les médecins ont décidé que je pouvais rentrer à la maison pour terminer la convalescence. Quand je suis rentrée, j'étais encore plâtrée. Je ne pouvais absolument pas bouger. Avant l'opération, mes parents devaient déjà me porter du salon jusqu'à ma chambre parce que mon fauteuil ne passait pas dans le couloir. Alors ils ont fait installer un lit médicalisé dans le salon. C'est là que j'ai passé les semaines suivantes. Allongée. Toujours au même endroit. Je suis restée encore 1 mois et demi plâtrée à la maison. Toute la vie de la famille se passait autour de moi. La télévision. Les repas. Les discussions. Je regardais tout, sans pouvoir participer. Pour une fois, les punitions avaient disparu. Pas parce que les règles avaient changé, mais simplement parce que je ne pouvais plus rien faire. Et étrangement, pendant cette période, mon beau-père était beaucoup plus tendre avec moi. La journée, je regardais mes frères bouger, jouer, vivre leur enfance. Et moi, je restais là, allongée. Petit à petit, je mangeais de moins en moins. Parfois, je mangeais à peine quelques cuillères de pâtes dans toute la journée. L'équivalent de 5 ou 6 cuillères à café. Mon estomac s'était habitué à presque rien. Ma mère s'inquiétait de plus en plus. Elle me disait que si je continuais comme ça, il serait obligé de me renvoyer à l'hôpital sous perfusion. Mais je n'y arrivais pas. Mon corps était épuisé. Mon esprit aussi. Et finalement, après 1 mois et demi à la maison, les médecins ont décidé que je devais retourner à l'hôpital. Ce retour à l'hôpital a encore duré environ 3 semaines. Mais cette fois-ci, les choses étaient différentes. Les douleurs de l'opération avaient presque complètement disparu. Mon corps commençait enfin à se calmer, et dans ma tête, je me sentais beaucoup plus serein qu'au début. Mes frères continuaient de venir me voir régulièrement avec mon beau-père. Les visites faisaient passer le temps et me rappelaient que, malgré l'hôpital, la vie continuait dehors. Et pendant ces dernières semaines, les médecins ont commencé à me redonner un peu de liberté. Le week-end, j'avais le droit de sortir de l'unité médicalisée de l'hôpital pendant quelques heures. Bien sûr, tout était encadré, mais cela me permettait de respirer un peu en dehors des murs blancs et des couloirs silencieux. Entre 14h et 18h, je pouvais sortir avec ma famille. On allait se promener au bord de la mer. On regardait les phoques. On mangeait parfois une glace. C'était des moments simples, mais pour moi ils avaient une valeur énorme. Pendant quelques heures, j'avais presque l'impression de retrouver une vie normale, même avec mon plâtre et mes jambes immobilisées. Puis, une fois les 15 derniers jours arrivés, les médecins ont décidé qu'il était temps de retirer le plâtre. Je me souviens très bien de ce moment. Il n'y avait pas d'anesthésie. Rien de particulier. Juste les médecins, mes parents, mon beau-père et mes frères autour de moi. Ce n'était pas quelque chose de choquant médicalement, alors ils pouvaient tous être présents. Mais pour moi, c'était impressionnant. Quand le plâtre a été retiré, ma première réaction a été de ne plus reconnaître mon propre corps. Avant l'opération, on m'avait lavé entièrement avec de la bétadine jaune pour désinfecter la peau avant le bloc opératoire. Et pendant tout le temps où j'étais plâtrée, cette couleur était restée enfermée sous le plâtre. Quand ils l'ont enlevé, mes jambes étaient jaunâtres. Mais surtout, elles étaient devenues extrêmement maigres. Mes cuisses et mes mollets avaient fondu. Il n'y avait presque plus de muscles. Mes jambes étaient aussi fines que des spaghettis ou des cure-dents. J'avais presque l'impression de voir le squelette de mes propres jambes. Les infirmières m'ont alors nettoyé entièrement le corps avec du savon et du gel douche pour retirer la bétadine. Ensuite, elles ont bandé mes jambes pour protéger les cicatrices et permettre à la guérison de continuer. Après le retrait du plâtre, je suis encore restée environ 1 mois à l'hôpital pour commencer la rééducation. À cette époque-là, j'étais encore très jeune, mais cela faisait déjà presque 5 mois et demi que je n'étais pas allée à l'école. Il fallait donc aussi reprendre le cursus scolaire. Dans l'hôpital, il y avait une petite classe pour les enfants hospitalisés. Un professeur venait nous donner des cours pour que nous ne perdions pas complètement le rythme scolaire. Je suivais les cours depuis mon lit médicalisé ou depuis mon fauteuil, avec mes jambes bandées et les poids de traction toujours accrochés à mes pieds. C'est là que j'ai rencontré un autre garçon de mon âge, 7 ou 8 ans. Lui aussi était hospitalisé après une opération. Il s'était cassé le fémur. On s'est très vite entendu. On avait les mêmes horaires de cours, de 9h à midi, puis de 14h à 16h30. L'après-midi, on avait même un petit goûter. Je me souviens encore du verre spécial qu'on nous donnait, un verre avec un bec pour pouvoir boire facilement. Et moi, je mangeais souvent un Kinder Maxi avec un petit sirop à la menthe. Petit à petit, je retrouvais un rythme presque normal. En dehors des cours, on retournait chacun dans nos chambres.
Mais comme on s'était bien entendu, on passait beaucoup de temps ensemble. Nos mères avaient aussi sympathisé. On formait presque un petit groupe, ma mère, la mère du garçon, lui et moi. Je me souviens qu'à Pâques, on s'était même offert des chocolats. Les cloches et les lapins en chocolat avaient circulé entre nos deux familles. Ces moments-là ont été importants pour moi. Parce qu'en dehors de l'hôpital, en dehors de la maison et de toutes les tensions qu'il pouvait y avoir chez nous, j'ai vécu là-bas une période assez différente. Le week-end, il y avait aussi une grande salle commune pour les enfants hospitalisés. On pouvait jouer à la Wii, au baby-foot, ou faire des jeux de société. Et c'est surtout pendant ces moments-là que j'ai créé une vraie complicité avec ma mère. Pendant ces 3 mois à l'hôpital, elle était presque toujours là avec moi. On jouait aux jeux de dada, au rami, au Uno. Pour une fois, il n'y avait ni cris, ni disputes, ni punitions. Juste du temps passé ensemble. Les semaines ont continué à avancer. Petit à petit, j'ai commencé à m'asseoir dans mon corset à siège. Au début, seulement 1 heure par jour, parfois 1 heure et demie. Le corset avait été modifié avec un support entre les jambes pour maintenir mes jambes écartées et faire travailler les abducteurs. En parallèle, je suivais des séances de kinésithérapie à l'hôpital. 4 fois par semaine, pendant environ 1 heure et demie. Les kinés me retiraient les poids, manipulaient mes jambes, faisaient des étirements. Par moments, la douleur revenait et je devais serrer les dents. On me donnait des anti-inflammatoires, du Doliprane et d'autres médicaments pour m'aider à supporter tout ça. Puis, lors des 15 derniers jours d'hospitalisation, les choses ont encore évolué. On m'a retiré les bandages. Je pouvais enfin me laver normalement. Je passais mes journées dans mon fauteuil manuel comme une personne ordinaire. Je m'habillais normalement, j'allais en classe dans l'hôpital et je ne retournais dans mon lit que le soir pour dormir. Les médecins et le chirurgien venaient me voir régulièrement pour vérifier l'évolution de l'opération. Ils observaient comment mon corps réagissait, si mes jambes se positionnaient correctement, et comment je vivais tout cela psychologiquement. Finalement, après ces dernières semaines de rééducation, ils ont estimé que tout évoluait bien. Alors ils m'ont laissé sortir. Mon opération, du début à la fin, avait duré de février 2010 jusqu'à juillet 2010. 5 mois et demi de ma vie passée entre le bloc opératoire, le plâtre, les soins, la rééducation et l'hôpital. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai repris petit à petit le cours de ma vie. Mais très vite, une chose est redevenue comme avant. La douceur que mon beau-père avait eue avec moi pendant l'opération et l'hospitalisation a disparu. Une fois que je n'étais plus plâtrée, plus immobilisée, plus fragile. Je n'avais plus de traitement de faveur. Les punitions sont revenues. Les cris aussi. Et la vie a repris exactement comme avant. Je suis retournée à l'école. À la maison, rien n'avait changé. Les punitions continuaient, les cris aussi. Quand mon frère et moi faisions une bêtise, on pouvait rester des heures punis. Des heures à attendre, à ne pas bouger, à subir. C'était devenu normal. Notre quotidien. Jusqu'au jour où il y a eu une dispute de trop. Une punition de trop. Une claque de trop. Une humiliation de trop. Je me souviens très précisément de cette soirée-là. J'étais en fin de primaire, en CM1 ou CM2. Mes parents venaient de me mettre au lit après une punition. Mon frère, lui, n'avait pas encore terminé la sienne. Il lui restait encore des jours. Ce soir-là, après le dîner, il avait été envoyé directement dans sa chambre. Pas de télévision. Pas de discussion. Juste, bonne nuit, et à demain. Moi, j'avais eu le droit de rester un peu avec mes parents. On regardait la télévision, comme souvent. Je ne me souviens plus du programme. Je me souviens seulement de l'atmosphère, de cette normalité étrange qui existait parfois entre deux tempêtes. Puis mon beau-père m'a accompagné dans ma chambre. Je portais un pyjama kaki. Un bas de pyjama en toile, un peu rêche. C'est un détail qui m'est resté. Il m'a bordé, m'a fait un bisou. Je lui ai dit bonne nuit. Je me suis tournée sur le côté gauche pour m'endormir. Je n'avais pas demandé à aller aux toilettes. Je n'en avais pas envie. Et puis, à la maison, on ne nous y emmenait pas systématiquement. Pas vraiment par oubli. Plutôt parce que c'était compliqué, j'étais lourd avec mon poids et avec mon handicap, alors on ne me portait pas pour ça si je ne le demandais pas clairement. Et ce soir-là, je n'avais rien demandé. Pourtant, à ce moment-là, j'étais devenue propre. Pas depuis si longtemps. Quelques mois plus tôt encore, je portais des couches. C'était plus simple comme ça. Je jouais, je vivais ma vie d'enfant, et quand j'en avais besoin, je faisais dedans. Parfois je demandais qu'on m'emmène aux toilettes, mais souvent je préférais continuer à jouer. Mais quand ça arrivait, mon beau-père se mettait dans une colère terrible. Il prenait mes couches pleines d'urine et d'excréments et me les plaquait au visage. Comme une punition. Comme une humiliation. Alors, petit à petit, j'avais appris. Pas vraiment par envie, ni parce que j'étais prêt. Plutôt par peur. Une propreté forcée. À partir de là, dès que je sentais que j'avais envie, je demandais immédiatement à aller aux toilettes. Automatiquement. Parce que sinon, je savais que j'allais être punie, punie, punie. Mais ce soir-là, avant qu'on me mette dans mon lit, je n'en avais pas envie. Alors je suis restée comme ça, dans mon lit, dans le silence de la chambre. Quelques minutes plus tard, j'ai vu mon frère se lever. On a commencé à parler doucement, presque en chuchotant, pour ne pas se faire gronder.
Je pensais qu'il se levait pour aller aux toilettes. Puis, d'un coup, j'ai senti quelque chose de chaud couler sur ma jambe. Je n'ai pas compris tout de suite, avant de réaliser que mon frère était en train d'uriner sur moi. Délibérément. Il avait baissé son caleçon. Il s'était approché du lit. Et il m'avait littéralement pissé dessus. Juste pour que je me fasse engueuler. Aussitôt après, il a appelé. Papa? Brian s'est fait dessus. Mon beau-père est arrivé en furie. Moi, je pleurais déjà. Je hurlais que ce n'était pas moi. Que c'était Alexandre. Que je n'avais rien fait. Mais mon frère avait déjà couru se remettre dans son lit, sous sa couette. Quand mon beau-père est entré dans la chambre, je criais de toutes mes forces que ce n'était pas moi. Et là, quelque chose dans ma détresse l'a fait hésiter. Peut-être parce qu'il connaissait aussi nos petites vengeances d'enfants. Nos guerres silencieuses. Il s'est approché du lit d'Alexandre et a arraché la couette. Mon frère était nu. Il a tout de suite compris. Mais au lieu de lui mettre une fessée comme un parent l'aurait fait, il lui a frappé directement la tête. Chez nous, les punitions ne visaient jamais vraiment les fesses. C'était souvent la tête. Et moi, avec mon handicap, j'étais quelqu'un qui marquait très vite. Au moindre choc, au moindre coup. Le lendemain, c'était un lundi. Je suis retournée à l'école comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, j'étais toujours à bout. Toujours prêt à exploser. Le moindre regard pouvait me faire vriller. J'étais en permanence sur un fil. Alors l'école a renforcé mon suivi psychologique. Et petit à petit, j'ai commencé à parler. Au début, je leur faisais confiance. On m'avait dit que tout resterait confidentiel. Que tout resterait entre nous. Alors je racontais. Les punitions interminables. Les heures à table sans bouger. Les genoux au sol, les bras levés. Les coups dans la tête. Les coups de fourchette dans la main si mes mains n'étaient pas bien posées sur la table. Les humiliations. Les couches pleines jetées au visage. Je racontais tout. J'avais 10 ou 11 ans. Et un jour, un vendredi, on est venu me chercher en classe. On m'a dit que le directeur voulait me voir. Je pensais que j'allais me faire gronder. J'étais persuadée que c'était à cause d'une bêtise que j'avais faite quelques jours plus tôt. Mais dans le bureau du directeur, on m'a simplement dit. Brian, tu as rendez-vous au commissariat. Je ne comprenais pas. Sur la route, mon éducateur essayait de me rassurer. Il me disait que ce n'était rien de grave. Au commissariat, j'ai compris. La psychologue et l'établissement avaient fait un signalement. Pendant que je parlais au commissaire, 2 policiers interrogeaient mon frère jumeau à l'école. Moi, j'ai tout dit. Tout. Mais mon frère, lui, a raconté l'inverse. Il a dit que tout allait bien. Que j'exagérais. Que je mentais. Et quand mes parents ont été convoqués quelques jours plus tard, c'est moi qui suis devenu le problème. Le menteur. Le manipulateur. Celui qui voulait envoyer son père en prison. Le soir même, en rentrant à la maison, je me suis fait descendre. Mon frère m'en voulait. Ma mère aussi. On m'a répété que je racontais n'importe quoi. Que j'étais dangereux. Que je pouvais détruire la famille. Et petit à petit, l'image s'est installée. Celle du petit garçon handicapé, mignon, mais menteur. Celui qui invente des histoires. Celui qui manipule les adultes. Alors j'ai appris à me taire. À sourire. À jouer le rôle du petit singe qu'on attendait de moi. Et pendant des années, tout a continué comme ça. Les violences. Les humiliations. Le silence. Jusqu'à mon entrée au collège. Parce qu'en 6e, un événement allait tout faire basculer. Un événement qui allait faire exploser la famille. Et qui allait surtout faire naître en moi quelque chose qui ne me quittera avant des années.